Bien le bonjour chers amis et bienvenue sur TikTok, je suis le professeur Blabla, expert en blablatologie. Nous allons blablater de Formule 1 aujourd'hui et plus particulièrement pour faire un bilan du deuxième trimestre de cette saison 2022. Nous avions fait un premier trimestre sur la moyenne globale de la saison qui était quand même assez bonne dans l'ensemble, mais on va y revenir. On va plus particulièrement s'intéresser du coup à toutes les courses qui se sont déroulées depuis le Grand Prix de Bakou jusqu'à ce dernier Grand Prix d'Italie. Le principe est très simple, c'est un bulletin scolaire bien évidemment. Après chaque course, les élèves se voient affublés d'une note par un expert canapé tel que moi. Et à la fin du trimestre, eh bien, on fait le bilan de cette moyenne et qu'on va pouvoir comparer avec celle du premier trimestre pour voir s'il y a eu du mieux, des améliorations ou s'il y a des élèves qui se sont un petit peu trop relâchés. Pour se replonger donc sur ce premier trimestre, on ziote rapidement, on voit que bien, il y a deux têtes dans la classe qui étaient Charles et Max qui étaient en tête à égalité de points avec une moyenne de 7,86. On a eu quelques bons petits éléments comme le petit nouveau chez Mercedes, George Russell qui s'est très bien adapté, Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Et dans le fond de grille, on voit que c'était plus compliqué pour des petits Mick Schumacher, par exemple, Daniel Ricciardo, qui sont un petit peu en souffrance. Et il y avait aussi Nicolas Latifi, qui nous avait gratifié de sa présence pour la 3e année consécutive en Formule 1. Et je vous propose, pour attaquer ce deuxième trimestre, eh bien, de commencer avec le petit Nicolas. En effet, il semble assez regrettable, malheureusement, de constater que le petit Nicolas n'a pas beaucoup évolué depuis le premier trimestre. On note quand même qu'il y a eu un week-end où il s'est un petit peu réveillé, mais après, sur l'ensemble de la saison, ça reste toujours assez médiocre. Il a du mal à s'adapter à ces nouvelles Formule 1 2022. De plus, quand il commençait un petit peu à s'y adapter, Williams a apporté des nouvelles améliorations qui ont rendu la voiture un petit peu plus délicate et un petit peu plus sensible à piloter. Là où son voisin de table a fait un très bon boulot jusque-là, Nicolas a continué de s'enterrer avec d'assez mauvaises prestations. Alors bien évidemment, il s'est vu affublé d'un 0 au Grand Prix de Belgique. Il était très loin en qualification. Au début de course, il va un petit peu dans le bac à gravier et il élimine un concurrent. Voilà, ça c'est avec 0 rythme de course. C'est vraiment désastreux, il n'y a pas d'autre terme. Il a une moyenne de 2,56 pour parler rapidement de Silverstone. Il y a eu des circonstances assez piégeuses. Pour le coup, il a su un petit peu se réveiller, à sortir une excellente qualif pour passer en Q3 avant de se crasher en Q3. Mais après, en course, le dimanche, il avait un assez bon rythme. Il était dans son petit train de DRS, il faisait un bon week-end. Mais on n'a jamais retrouvé ça de l'année, si ce n'est en Hongrie, où il marchait très bien dans le premier secteur, mais il n'arrivait pas à conclure son tour. Voilà, c'est assez désastreux malheureusement, et on peut comprendre l'annonce de Williams qui a révélé que Monsieur Latifi souhaitait partir vers de meilleurs horizons, même s'ils lui ont pas laissé le choix de ce que j'ai compris. Et c'est une grosse chute au deuxième trimestre pour le petit Yuki Tsunoda qui faisait un début de saison assez encourageant après une saison 2021 où il a pris pas mal de temps à se mettre dans le rythme. En fin d'année, il commençait un petit peu à être là. Après, à sa décharge, l'AlphaTauri était vraiment capricieuse et elle n'a pas été développée de la saison. On doit quand même souligner que les mauvaises notes de Yuki ne sont pas dues à simplement de mauvaises prestations, mais plutôt à un grand manque de régularité. Et si on regarde un petit peu la petite triplette de 1-1-2 qui s'est pris au Canada, en Grande-Bretagne et en Autriche, on comprend que ça plombe un petit peu sa moyenne. Il y a aussi en Hongrie où il était un petit peu loin. On était sur des week-ends pratiquement bien pire que l'an dernier. Enfin, au Canada, il se met dans le mur en sortant des stands. Excusez l'erreur de débutant. À Silverstone, il va même taper son coéquipier. Mais après, on a eu des bons week-ends. Je pense à l'Azerbaïdjan, où même s'il n'était pas dans le rythme de Gasly, il avait un rythme suffisant pour aller marquer des points si seulement il n'y avait pas eu un souci de fiabilité à l'aileron arrière. En France, où il faisait un bon week-end avant de se faire taper par Esteban Ocon. Donc il y a aussi vraiment pas de chance du côté de Tsunoda. Et bien évidemment aux Pays-Bas, où il avait à nouveau l'opportunité de rentrer dans les points. Il faisait un très bon week-end, mais là c'est la fiabilité qui l'a lâché. Donc il y a un mélange de pas de chance pour Yuki, comme on vient de le voir, mais en même temps, il y a eu de sérieuses fautes qui ont vraiment plombé sa moyenne. Et même si heureusement là il a été prolongé pour une 3e saison, je suis très content pour lui, je pense qu'il va être vraiment primordial, qu'il commence vraiment à se reprendre en main et qu'il continue un petit peu sur sa progression, même si comme je le disais, c'est pas simple dans cette AlphaTauri.
Mais l'énorme chute de ce deuxième trimestre, c'est Sergio Pérez. Il était 5e au premier trimestre, là il tombe 18e, c'est un désastre ce deuxième trimestre. Il commençait très bien la saison, il se sentait très à l'aise dans la Red Bull, au contraire de son coéquipier, et justement, on s'était quitté sur sa victoire à Monaco, certes bénéficiant un petit peu des conditions de course, et par conditions de course comprendre Ferrari qui a fait du Ferrari, mais aussi il avait fait une excellente saison jusque-là avec sa première pole position, il était vraiment dans le coup, il était là où on l'attendait en tant que deuxième pilote Red Bull, et en Azerbaïdjan, Red Bull a amené des nouvelles améliorations qui ne lui ont pas du tout convenu, il n'était pas du tout à l'aise pourtant, et c'est justement très caractéristique des difficultés de Pérez, c'est que l'Azerbaïdjan, c'est le genre de tracé qui lui convient très bien, avec ses virages très lents suivis de longues lignes droites, c'est le genre de virage où il peut vraiment mettre à profit son style de pilotage, un style de pilotage qui demande des entrées en virage assez lentes, et des excellentes sorties de virage, ce qui fait tout son talent, toute sa puissance, c'est vraiment sa gestion du train arrière, des gommes à l'arrière. Là, en rythme de course face à Verstappen, il était nulle part en Azerbaïdjan, et ensuite c'est parti en eau de cacahuète, avec un crash sous la pluie au Canada, avec un week-end compliqué en Grande-Bretagne, même s'il a profité des circonstances de course pour remonter et aller chercher un beau podium. Mais après, ça a été toujours très compliqué. Et là, depuis la rentrée à Spa, c'est à nouveau l'humiliation face à Verstappen. Il est plus du tout dans le coup. Et les développements de la Red Bull ne vont pas du tout dans son sens. Et il n'arrive pas à s'y adapter. Et malheureusement pour lui, il n'a pas d'autre choix que de s'y adapter parce que Red Bull ne va pas faire d'efforts pour modifier la voiture pour lui convenir, puisque il faut quand même adapter la voiture au pilote le plus rapide actuellement, qui est Verstappen. Il y a eu un bon coup de mieux chez Daniel Ricciardo qui arrive avec une moyenne de 4,33. Bon, on est quand même en dessous de la moyenne, hein, mais il y a eu un petit coup de mieux pendant quelques grands prix, pendant une certaine phase. Mais faut admettre que là, c'est totalement insuffisant pour Danny Ric. Pour ses meilleures prestations, j'ai relevé le Canada, où il a certes été un petit peu mis en avant par un Lando Norris qui souffrait beaucoup de ses réglages de fiabilité, mais où il avait un bon rythme, considérant que la McLaren souffrait beaucoup sur le tracé canadien. Dans l'ensemble, c'était soit des prestations qui étaient justes là où il le fallait, typiquement à Monza, pour moi, c'était exactement ce qu'on attend d'un pilote de Formule 1, mais en deçà de son coéquipier par-dessus tout, en deçà de ce que McLaren attend de Daniel Ricciardo. On comprend donc pourquoi McLaren a décidé de refuser son dossier de candidature pour l'année prochaine, même s'il avait déjà une place d'inscrite chez McLaren pour 2023. C'est un grand coup dur pour Daniel Ricciardo, mais au bout d'un moment, il devait justifier sa place dans cette équipe, son gros salaire, et il ne l'a fait à aucun moment, à mon sens. Une petite chute de moyenne pour Lance Stroll qui passe de 5 à une moyenne de 4,67. Alors globalement pour Lance Stroll, ça se justifie par ce vilain 1 sur 10 que je lui ai affublé en Azerbaïdjan. Mais en même temps, quand le pilote arrive en qualification, qui crache 2 fois la voiture dans la même session, c'est un miracle qu'il a réussi à s'en sortir la première fois. La deuxième fois, c'était fini. Alors qu'à côté, il y a son coéquipier qui arrive à faire une excellente qualif. Donc c'est un petit peu plombé sa moyenne. Après, il y a eu la Grande-Bretagne où en rythme de course, certes, il était sur une stratégie peu avantageuse, mais à aucun moment il avait le rythme le dimanche pendant la course. Et quand je dis que c'est juste la moyenne de ce qu'on peut attendre de lui, c'est qu'à aucun moment on a senti qu'il a transcendé la monoplace, à part peut-être aux Pays-Bas où vraiment là pour le coup il sentait vraiment à son aise et il a pu marquer des petits points. Mais à part ça, c'était globalement des week-ends avec toujours des qualifications un peu compliquées. Mais en rythme de course, c'est toujours là que Lance arrive à s'en sortir. La seule chose que je lui reproche vraiment très sincèrement, c'est sa volonté d'assassiner son coéquipier à chaque départ de course. Il y a peut-être un moment où ça va mal finir, donc faudrait peut-être qu'il revoie un petit peu ce paramètre, mais dans l'ensemble, je pense pas qu'il y ait grand-chose à déplorer sur ce deuxième trimestre de Lance Stroll, à part les 2 week-ends que j'ai mentionnés. Autre grosse chute de cette année, c'est Valtteri Bottas qui passe d'une moyenne de 6,9 à une moyenne de 4,75. Bon, il y a plusieurs choses qui vont l'expliquer déjà, c'est qu'en début de saison,
On savait pas trop où était la hiérarchie, l'Alfa Romeo semblait plutôt bien marcher et Bottas était là pour aller chercher les points, les gros points qui plus est. Depuis Monaco, on a senti une chute radicale des Alfa Romeo, mais en même temps un Valtteri Bottas qui non seulement n'a pas été à la mesure de ce changement un petit peu de l'Alfa Romeo, mais qui en plus de ça a commencé à se faire vraiment taquiner par son coéquipier Zhou Guanyu, qui est un rookie, et avec toute la sympathie que j'ai pour Zhou, c'est pas le pilote le plus prometteur qu'on a vu ces dernières années en Formule 1, donc il y a eu vraiment un petit peu un élément assez frustrant dans ma notation vis-à-vis de Bottas, qui plus est, force est de reconnaître qu'il a pas du tout aidé par sa fiabilité totalement désastreuse. Mais bon, ça c'est les Alfa Romeo depuis le début de l'année, elles sont nulle part. Je relève un week-end désastreux en Grande-Bretagne, mais bon, c'est un week-end vraiment particulier, donc je vais pas m'y attarder. Bien évidemment, on ne l'a pas noté au Grand Prix de Belgique, et on a adapté sa moyenne en conséquence, puisque il a seulement pu faire 3 tours en course avant que Latifi l'envoie dehors, et en qualification, il n'a pas vraiment roulé puisqu'il était condamné au fond de grille, mais à part de petits éclats en Autriche quand il partait d'un petit peu loin et qu'il a réussi à aller flirter avec les points, dans une voiture qui encore une fois n'était pas à son meilleur, il n'y a pas eu grand chose de particulier qui m'a marqué sur Bottas, du moins dans le positif. Une petite baisse de forme pour Kevin Magnussen depuis le premier trimestre, mais malgré tout, il est le premier à avoir la moyenne sur ce second trimestre, avec une moyenne de 5,11. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont joué totalement contre lui. Le premier étant la Haas, qui a, comme on pouvait un petit peu s'y attendre, totalement chuté en termes de performance, avec des améliorations qui ont tardé à arriver, qui n'ont pas semblé vraiment fonctionner, et avec en plus des tracés qui ne conviennent pas vraiment aux forces de la voiture. Malgré tout, j'ai senti un bon K-Mag sur la continuité un petit peu de ce qu'il faisait en début de saison, avec des qualifications parfois surprenantes, et avec en course, toujours un petit peu une attitude bagarreuse qui marchait plutôt bien, et des rythmes de course qui fonctionnaient dans l'ensemble assez bien. Alors, à quelques reprises, il a été un petit peu trop bagarreur dans les premiers tours, ce qui lui a coûté à quelques reprises ses grands prix. D'autres fois, ça a été simplement de la malchance qui s'est accablée sur lui en début de course. Mais je dois parler de ce 1 que je lui ai attribué aux Pays-Bas. C'est certainement encore frais dans vos mémoires, mais c'est évidemment un week-end où il était très loin de son coéquipier en qualification et où au premier tour, deuxième tour, vous m'excuserez, il se met dans le mur. Voilà. Il y avait rien vraiment d'excusable ce week-end-là pour Kevin Magnussen. Et un week-end italien assez frustrant, mais encore une fois, la Haas était nulle part en Italie avec ses longues lignes droites où elle porte énormément de traînées, donc une très faible vitesse en ligne droite. Donc on va attendre la suite, il y a un petit déclin depuis la rentrée, mais on va quand même patienter parce que l'ensemble du deuxième trimestre est assez bon. Une bonne progression pour Zhou Guanyu, sur sa moyenne du mois, avec une moyenne de 5,22. Il avait pas la moyenne au premier trimestre, mais j'avais été quand même assez positif, sachant qu'il arrivait dans un contexte pas simple pour lui, parce que il y a une nouvelle réglementation, des nouvelles voitures, et par-dessus tout, une équipe Alfa Romeo qui manquait de fiabilité. Il a eu énormément d'abandon, c'est lui qui a eu le plus d'abandon cette saison. Si on oublie son abandon à Silverstone, où il est impliqué contre son gré dans cet immense carambolage, le reste, c'est 4 abandons mécaniques, moteurs principalement, et souvent des prestations qui ont été ruinées à cause de ça. On le sentait un petit peu en grande forme. En Azerbaïdjan, une très bonne course. Au Canada, il a été très bagarreur, a réussi à suivre une stratégie assez compliquée. À Silverstone, j'ai été peut-être un petit peu généreux avec le recul puisqu'il a pas fait la course, mais il avait fait une excellente qualif. Mais après, ce crash, on a senti vraiment une grande baisse de forme. Et un petit peu depuis l'intersaison, ça revient un peu en force, en quelque sorte. Il arrive un petit peu à améliorer ses qualifications. C'était le principal défaut que je lui attribuais, avec des rythmes de course qui ont été très bons des Bahreïn, souvenez-vous. Et dans l'ensemble de la saison, il était toujours dans les temps autour de Bottas, parfois un petit peu derrière, mais parfois un petit peu devant. Et là, avec des qualifications qui ont été améliorées, malheureusement pour lui, si l'Alfa Romeo suivait, je suis convaincu qu'il aurait pu mettre beaucoup plus de points. J'étais extrêmement surpris par Sébastien Vettel et de manière agréable en début de saison,
où après une entrée très compliquée avec 2 semaines de monétisation virus, avec un week-end désastreux pour son retour à Melbourne, eh bien il arrivait à extraire le maximum de sa monoplace avec toujours cette précision typiquement vétélienne en qualif, en course. C'était du très bon. Mais depuis un petit peu cette seconde moitié, où il commence à avoir peut-être d'autres plans en tête, je sais pas si c'est vraiment ça, on le sent un petit peu moins à l'aise dans la voiture. Après, encore une fois, il faut rappeler que l'Aston Martin n'est pas un cadeau à piloter, mais quand même, il a eu des très bons week-ends. On voit 2 beaux 8 à Silverstone et en Belgique, où il avait fait de belles remontées, mais à côté de ça, on a eu des week-ends assez moches. Je pense à l'Autriche, où il a été assez brouillon tant sur le sprint que sur la course, aux Pays-Bas où il était loin du rythme, très loin du rythme de son coéquipier. Donc, je vais dire que pour Seb, il y a toujours un petit peu cette étincelle qui fait plaisir à voir. Dans ses dépassements aussi, c'est toujours un petit plaisir de rappeler un petit peu que c'était pas juste un champion du monde qui allait vite, c'était le genre de pilote qui savait être agressif et incisif quand il le fallait. Mais clairement, il y a eu trop de week-ends où, je pense par exemple à la Hongrie où il se met dans le mur pendant les essais libres 3, mais où il se rattrape bien sur le reste du week-end. Donc, des résultats assez irréguliers, mais à l'instar d'un Raikkonen ces dernières années, on peut se dire que peut-être il a plus la même force mentale, un petit peu la même détermination pour aller chercher ces petits dixièmes en plus, en quelque sorte, que d'autres plus jeunes ont certainement. Pour Pierre Gasly, je trouve qu'on est dans la continuité du premier trimestre, avec des résultats un petit peu en dents de scie, mais vraiment avec des très hauts et des très bas. Bien évidemment, on a senti plus d'une fois sa frustration, comme pour Tsunoda, du manque de développement de la voiture. Bon, apparemment, ça se comblera l'année prochaine avec l'AlphaTauri qui bénéficiera de toute l'expérience de Red Bull cette saison, et comme ils ont l'habitude de faire avec Toro Rosso AlphaTauri. On a eu des très bonnes courses. L'Azerbaïdjan, bien évidemment, c'est un petit peu le moment clé de la saison d'AlphaTauri. Et on a eu des week-ends, ma foi, assez invisibles. Je pense dernièrement aux Pays-Bas, où il était jamais vraiment dans le rythme de Tsunoda. On sent que Gasly, il a un petit peu plus de mal quand la voiture s'ouvre un petit peu, là où Tsunoda est un petit peu plus à l'aise. Mais quand on arrive en Belgique, où il remonte du fond de grille pour aller marquer des points dans cette voiture qui n'était pas la plus rapide en ligne droite et qui n'est pas la plus à son aise, on peut vraiment le souligner et l'applaudir. Aussi en Italie, où il a réussi à extraire un petit exploit tant en qualif qu'en course qui a surpris toute l'équipe. Donc il y a toujours un petit peu la petite étincelle qu'on a sentie ces dernières saisons chez Gasly, mais qui, comme pour son coéquipier, est vraiment étouffée par une voiture capricieuse et qui répond plus ou moins bien en fonction des tracés. Nul doute que l'explosion de ce deuxième trimestre, c'est Mick Schumacher pour moi. Avec une moyenne de 3,29 et une 19e place au top 20 au premier trimestre, là il entre dans le top 10 avec une moyenne de 5,89. Beaucoup de choses se sont passées chez Mick Schumacher. On a l'impression que, un petit peu comme ce qu'il nous faisait dans les catégories inférieures, il avait besoin de son déclic. Et ce déclic, ça a été peut-être un petit peu la surabondance de crash, enfin je dis surabondance, disons 2 gros crashs à Jeddah et à Monaco, et avec des week-ends qui parfois étaient corrects et parfois étaient invisibles, à l'instar de l'Azerbaïdjan où il était juste beaucoup trop loin de Kevin Magnussen. Et ensuite on est arrivé au Canada. Il était certes un petit peu en retrait en termes de rythme en qualif face à Kevin Magnussen, mais en course, pour la première fois, il se battait vraiment dans des grosses positions et il a tenu le coup. Il a réussi à montrer un petit peu de belles aptitudes défensives avant que malheureusement sa mécanique ne lâche, mais il s'est rattrapé à Silverstone et avec sa première entrée dans les points dans une très belle position où il a fait une très bonne course et qu'il a réitéré en Autriche où une nouvelle fois la Haas fonctionnait très bien. Malheureusement pour lui, ça a été la dernière fois que la Haas a été performante et où il a pu marquer des points, mais si on regarde un petit peu le reste,
dans l'ensemble, non seulement il a totalement comblé l'écart face à Magnussen, mais depuis 3 ou 4 courses, c'est lui qui donne le rythme en interne. C'est impressionnant, c'est très satisfaisant quand on est un petit peu supporter de ce pilote qui a montré de très belles choses, mais qui a su être très frustrant dans les catégories inférieures en prenant bien son temps pour évoluer. C'est un petit peu la réputation du diesel, hein, Schumacher. Très lent à démarrer, mais une fois qu'il est parti, c'est bon. Donc espérons pour lui qu'il est vraiment sur cette ascension, parce que il a la tête sur la sellette actuellement chez Haas. C'est pour des raisons plus politiques qu'autre chose, puisque il a été décidé qu'il ne renouvellerait pas son partenariat avec Ferrari en tant que pilote de la Junior Academy. Alors je pense que voilà, c'est les deux parties, c'est tant Schumacher que de Ferrari, de ce qu'on comprend, mais ça pourrait se retourner contre lui, et actuellement il semble pas intéresser beaucoup d'autres équipes, donc il faut vraiment qu'il continue à se montrer, même si Haas est en train a chuté totalement depuis le début de saison. George Russell a fortement chuté ce trimestre, mais on va comprendre pourquoi je ne suis pas simplement cruel. Il avait une moyenne de 7, qui était excellent au premier trimestre, là avec une moyenne de 6,11. Deux choses se retournent un petit peu contre Georgie Boy ce week-end, sur cette deuxième moitié de saison. Principalement, c'est qu'en début d'année, la hiérarchie était totalement mélangée. Mercedes était vraiment pas du tout dans le coup, ou même si en rythme de course, elles étaient toujours performantes, les week-ends étaient très compliqués, parfois perdus au milieu des Alpine, McLaren, parfois un petit peu plus loin, et il arrivait toujours à extraire le maximum le dimanche, et c'est vraiment pour ça que je l'avais gratifié de belles notes. Mais depuis ce deuxième trimestre, il est évident que Mercedes est la troisième force du plateau au minimum, et en face de lui, il a eu un coéquipier qui a eu des week-ends beaucoup moins brouillons. On reparlera de lui un petit peu plus tard, bien évidemment, et du coup, forcément, Russell paraît un petit peu moins flamboyant, mais malgré tout, il a fait d'excellentes choses. Bien évidemment, le point d'orgue peut-être pour lui, c'est sa première pole position en Hongrie qui confirme que voilà, sur un tour, il est capable d'extraire de très très belles choses. Et dans l'ensemble, sur les courses, il est capable aussi d'aller chercher de belles performances. On peut un petit peu être irrité on peut exprimer peut-être une frustration qu'on partagerait vis-à-vis de Russell, dans le sens où on le sent un petit peu impatient par moment. Je pense à sa rage un petit peu en France derrière Pérez de mémoire, où il n'arrivait pas à trop le dépasser, et où il s'est montré assez costaud et aller un petit peu loin. Mais on sent que Russell, c'est un pilote qui sait très bien jouer sur les trois tableaux, je vais dire, c'est-à-dire dans la voiture, le plus important. Il s'en sort très bien, tant sur la préparation de ses week-ends, que ses qualifs, que ses dimanches. Sur le deuxième tableau qui est sa gestion en interne, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il sait où est sa place, il ne se laisse pas écraser, mais en même temps, il montre suffisamment de respect et on va dire de révérence vis-à-vis du chef en interne. Il joue très bien son jeu de ce côté-là. Et le dernier élément que j'allais dire, c'est le petit côté politique, si je peux me permettre l'expression, souvent à la radio. C'est le premier un petit peu à sauter à la radio quand les rivaux en piste sont un petit peu trop coriaces avec lui. Et en même temps, il y a ce côté très hamiltonien, c'est-à-dire de toujours réussir à piéger son adversaire, à le forcer à commettre la faute. Et je ressens un petit peu ça chez George Russell. Donc c'est un petit côté un petit peu plus stratégique qui est amusant, moi qui m'amuse plus qu'autre chose. Certains ça les irrite, moi ça m'amuse. Voilà. Beaucoup de mieux chez Carlos Sainz sur ce deuxième trimestre. Au premier, je lui reprochais principalement son rythme de course qui était totalement à des années-lumière de celui de Charles Leclerc. Et en qualification, un petit peu cette tendance à ne jamais maximiser sa Q3. Des bons tours en Q1, des bons tours en Q2, mais en Q3, c'était toujours en face qu'on arrivait à aligner ces trois secteurs. Carlos y était pas. Et là, Sainz a un petit peu réussi, un petit peu à se mettre au niveau sur cette deuxième moitié de saison. Alors, on doit quand même souligner de belles prestations comme la France, par exemple, où il a réussi à faire fi de la pénalité qu'il a récupérée au stand, après s'être élancé du fond de grille à cause d'une pénalité moteur. À Monza, bien évidemment, où il remonte du fond de grille pour terminer 4e, et montrer un petit peu cette pointe d'agressivité que je pouvais peut-être lui déplorer par moment. Et pour moi, un petit peu un des
point d'orgue vraiment marquant de sa saison, c'est un petit peu le triplé Canada-Silverstone-Autriche. Au Canada, il semblait beaucoup plus rapide que Verstappen en milieu fin de course, mais il manquait un petit peu cette pointe d'agressivité pour aller chercher le dépassement, et en même temps la monoplace répondait pas suffisamment bien dans les zones importantes pour aller chercher le dépassement. Je me demande ce que ça aurait donné si ça avait été Leclerc dans la voiture, mais on le saura jamais. Mais bon, il avait le rythme, c'était la première fois d'ailleurs de la saison où on l'a senti bon en rythme de course. Silverstone, pourquoi Silverstone? Première pole, première victoire, et pourtant un week-end déplorable, si je peux me permettre l'expression. Je lui ai quand même mis la moyenne parce qu'il a été là pour prendre ses beaux résultats, mais pour moi c'était du Carlos Sainz de début de saison qui fait pas le mieux en qualif, mais qui a eu du coup la chance d'avoir un coéquipier qui a commis une erreur, provoqué un drapeau jaune, parce que sur l'ensemble de ses tours il était à 6 ou 7 dixièmes. Bon, il pleuvait, on dira que c'est pour ça qu'il y a les écarts. En rythme de course, il mène la course, il fait une erreur, il laisse passer Verstappen, plus lent que Leclerc sur les phases vraiment importantes. Alors bien évidemment, on dira que ça s'est joué principalement sur le muret des stands, cette victoire, mais bon, il a été capable de pas se faire manger à la relance par les Hamilton et Perez derrière lui, et voilà, aller creuser pour prendre la victoire. Et enfin, je dis l'Autriche parce que en Autriche, non seulement il était en mesure de mener un doublé Ferrari, de suivre un doublé Ferrari plutôt, mais en plus de ça, il était dans le rythme de Charles tout au long du week-end. Alors, il était sur ses petits riens derrière. Mais pour moi, je ne lui en voudrais pas d'être sur les petits riens derrière son coéquipier, parce qu'il semble quand même assez bien établi que Leclerc est une référence assez compliquée à suivre. Et là, ce week-end-là, il était dans le coup, il arrivait à suivre le rythme de Charles qui volait, en plus, qui était vraiment à son aise ce week-end-là. Et bon, il n'a pas été aidé par la mécanique, mais c'était un de ces week-ends où certes, il était derrière Charles en termes de rythme, mais c'était pas comme du Silverstone quelques semaines plus tôt, ou comme on a pu le voir à Bahreïn, en Espagne, ou je sais pas où. Là, il était vraiment là. Donc, un petit peu plus en confiance peut-être depuis cette partie de la saison. Ça reste quand même un petit peu en deçà de Leclerc, mais beaucoup mieux que sur le premier trimestre. Et la partie amusante, c'est que Esteban Ocon a exactement la même moyenne que Carlos, un total de 56 sur 90, qui fait une moyenne de 6,22 sur 10. Et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes types de prestations. Là, on est vraiment sur un Esteban Ocon qu'on n'aime pas trop, enfin que moi j'aime pas trop, dans le sens où c'est pas le Ocon régulier qu'on a pu voir un petit peu la saison dernière. Là, c'est un Ocon qui fait un petit peu des résultats en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des week-ends où il va vraiment transcender sa voiture, ne faire qu'un, et réussir à totalement éclipser son coéquipier. Alors les deux grosses notes, c'est l'Autriche et la Belgique, mais c'était des week-ends qui étaient incroyables, vraiment. La Belgique, là, j'ai osé aller jusqu'au 10 parce qu'il y avait la manière dans les dépassements. C'est pas juste il était rapide sur le week-end et il est arrivé sur un circuit où on fait les dépassements au DRS, parce que c'était totalement ça la Belgique. Là, c'était pas que des dépassements au DRS, et des dépassements ballsy, comme on dit dans le jargon. Donc c'était très appréciable. L'Autriche, c'était un de ces week-ends où il s'est tenu à une parfaite gestion du peloton derrière, et avec une gestion de course et de sprint en plus qui était vraiment excellente. Donc Silverstone aussi, un excellent week-end où il part un petit peu du fond de grille à cause d'un problème en Q2. En course, il se fait percuter au départ et il doit repartir avec une voiture qui a été bricolée à la dernière minute, et il arrive à faire une belle remontée, mais malheureusement pour lui, la fiabilité l'a abandonné. Mais après, on a eu des week-ends un petit peu comme l'Italie où c'était totalement off, et des week-ends où on a senti que il faisait le boulot correctement, c'est-à-dire qu'en termes de pilotage, c'était propre, il n'y avait pas d'erreur, mais quand on regarde le voisin de table, on se dit, la voiture, elle peut aller chercher ça. Donc c'était presque du Carlos Sainz, en fait, en un sens. Donc voilà, un petit peu frustré par ce deuxième trimestre d'Ocon, mais on va l'expliquer peut-être par un coéquipier qui a été beaucoup plus à son aise. Ah là là, j'ai honte, Lando Norris est toujours pas dans mon top 5, mais il est à la porte.
en 6e place avec une moyenne de 6,44. Mais dans mon cœur, il est dans le top 5 Lando Norris. Enfin, dans mon cœur. Non pas que je le porte très haut dans mon cœur, mais il m'éblouit vraiment, d'excellentes choses en qualification toujours. Mais le problème qui me manque pour moi chez Norris, c'est l'étalon de référence. C'est que je sais pas trop vraiment où se place la McLaren. Alors on en a une idée, hein, on arrive à peu près quand même à cerner quand le pilote fait la différence et quand il fait trop d'erreurs. Et voilà, typiquement je pense au Canada où ce week-end-là, la McLaren ne marchait pas, où il a eu des problèmes de fiabilité tout au long du week-end. Mais sur la course, on sentait qu'il n'était pas à l'aise dans la voiture, où il n'attaquait pas, où il était un petit peu loin. Là où, par exemple, après la semaine suivante à Silverstone, la voiture marchait très bien, mais en plus de ça, c'était du beau Lando Norris avec son style de pilotage à maîtriser ses trajectoires comme certains des meilleurs déjà. Il a peaufiné ce style au fil des années et ça paye vraiment. Et en course, il y a toujours du mieux par rapport aux saisons d'avant où c'était toujours un petit peu là qui manquait. Malheureusement, comme je le dis, la voiture, elle est totalement irrégulière. Il a un coéquipier qui fait un très mauvais banc de comparaison. Au final, c'est à l'exact inverse d'Alexander Albon qui a une voiture horrible, mais qui en face a un coéquipier qui est totalement paumé, ce qui le met en avant. Mais en même temps, j'ai beau essayer de rester le plus impartial possible, quand j'ai un Alex Albon qui me ramène une Williams en 9e place de mémoire à Spa, alors que certes la voiture va très vite en ligne droite, mais en virage elle tient pas. Et il faisait exactement ce qu'il fallait pour se tenir à distance des pilotes qui ralentissaient pendant 44 tours pour pas se faire dépasser dans les zones de dépassement. L'avantage qu'il avait, c'est que la Williams est très rapide en ligne droite, très peu de traînée aéro, mais en contrepartie, c'est une voiture qui n'est pas stable du tout en virage et qui, comme je le disais, depuis les améliorations apportées en Espagne, est capricieuse. Hamilton remonte un petit peu dans le classement, mais en termes de moyenne, il est toujours sur la même base que le premier trimestre où il avait 6,57, là c'est 6,67. Là, en termes de classement, depuis 3-4 pilotes, ça se joue à une course. Hein. S'il y a une course, il y a eu un bon ou un mauvais week-end, ça fait toute la différence. Et pour moi, Hamilton, toute la différence se fait sur la Belgique, où quand tu rates une très très belle opportunité à cause d'une erreur de rookie au premier tour, je peux pas mettre de bonnes notes sur ça. Mais juste avant, on a eu la Hongrie où il a été sublime, avec une excellente remontée, un très très bon rythme de course, pour remonter du fond du top 10 à la 2e place avec Verstappen, et dans l'ensemble des week-ends qui sont hamiltoniens. Donc ça fait plaisir de plus avoir ce Hamilton de début de saison. Alors, je vais pas le mettre que sur le compte de Hamilton, mais c'était une volonté tant du pilote de l'équipe d'essayer des trucs totalement désespérés sur les premières courses pour essayer vraiment de faire marcher la voiture. Ça a marché à quelques occasions, mais on se rappelle à Jeddah où ça n'a pas du tout marché, il part du fond de grille. Donc depuis les évolutions en Espagne, on sent une voiture qui est déjà donc un petit peu meilleure, et du coup un pilote qui n'a plus à tenter les mesures désespérées pour la faire marcher, surtout que même s'ils savent que la voiture, elle marche pas sur un tour, depuis le début de saison, ils ont eu le temps d'apprendre chez Mercedes que le dimanche, la voiture fonctionne et qu'ils finiront par remonter. 3e place pour Charles Leclerc qui chute d'une position mais qui conserve une moyenne aux alentours des 7. Alors, il perd un petit peu parce qu'il y a quand même eu du pas beau chez Leclerc. Je pense bien évidemment à la France qui doit clairement plomber sa moyenne. J'aurais pu mettre beaucoup moins qu'un 3 parce que quand t'es en tête de course et que tu t'envoies dans le mur, même si pour moi il aurait pas pu gagner la course parce que en termes de rythme, Verstappen était juste tellement plus rapide. Ça fait quand même tâche sur le CV. Mais il avait fait une qualif tellement propre et un début de course tellement bon à réussir à maintenir Verstappen derrière alors qu'il était plus rapide dans les zones de dépassement, ça m'a suffi un petit peu à compenser ça avec le 3 sur 10. Et après, sur le reste, c'était du très très beau avec bien évidemment le diptyque Autriche et Grande-Bretagne, dans l'autre sens, des tracés où il réussit toujours bien.
et où il a été excellent, si ce n'est pour cette petite erreur en qualification à Silverstone, qui lui a peut-être coûté la première ligne. En rythme de course, il était excellent également en Autriche avec ses derniers tours, avec une voiture qui avait une pédale d'accélération capricieuse, et il a réussi à la tenir en piste, à pas faire d'erreur, alors que Verstappen était dans ses talons et revenait. Donc, on a eu malheureusement moins l'occasion de voir ce genre de prestations sur la deuxième moitié de ce deuxième trimestre, parce que chez Ferrari, on a apporté des choses qui semblent moins fonctionner que ce que Red Bull a apporté, et en plus de ça, des courses et des week-ends qui ont été plus d'une fois compromis, et où on ne sait pas vraiment où il aurait pu se placer. Je pense à la Hongrie, je me demande si Ferrari avait tenu une stratégie qui tient la route ce jour-là, est-ce qu'il aurait été capable de conserver la première place et faire beaucoup mieux que 6e? Je suis certain qu'il aurait fait mieux que 6e. Pour le reste, on ne saura jamais. Grosse surprise du deuxième trimestre, c'est Nando Alonso qui passe d'une moyenne de 5,86 à du 7,63. Grosse évolution. On dira à sa décharge qu'il a eu beaucoup de malchance sur le début de saison, mais en même temps, il y a eu des week-ends très très moches sur la première moitié de saison. Je pense à Bakou, je pense à Bahreïn, où il était assez loin du rythme, je pense à Miami, où il nous a fait du grand n'importe quoi, à se cracher un petit peu dans tous les sens, en plus de pas avoir le rythme. Mais voilà, sur ce deuxième trimestre, c'est proche de la perfection, avec en point d'orgue cette première ligne au Canada. Malheureusement, première ligne qui n'a pas pu aller très loin à cause des difficultés techniques qu'il a rencontrées sur... je sais même plus ce que c'était, mais le groupe d'énergie du moteur Renault. Et après, on a eu de l'excellent week-end en Autriche, à Silverstone aussi, où il ose faire croire aux meneurs dans les derniers tours qu'il va aller les attaquer. Alors bien évidemment, n'importe quel pilote de course doit aller tenter sa chance, mais quand on voyait le petit train que formait Leclerc avec Hamilton et Perez derrière, et que Alonso... et Norris voulait tenter de s'immiscer, c'était assez cocasse et sympathique. Et on va conclure avec Maximus qui du coup, il a la moyenne de 8 sur 10. J'essaye d'éviter de mettre des trop grosses notes en général, mais des fois je suis obligé. Tout ce qui s'est passé en Hongrie, en Belgique, déjà, c'est même s'il a la meilleure voiture, même si y a eu un plateau très simple à dépasser en Belgique, il était juste au-dessus de tout le monde. Et idem aux Pays-Bas, en Italie, au Canada aussi, où là, pour le coup, il était un petit peu plus en difficulté, mais où il a signé une pole position sublime sous la pluie. Son tour est vraiment... je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, son tour est génial. Et en course, il arrive à faire ce qu'il faut pour garder Sainz plus rapide derrière lui. Et quand on en arrive à ce haut du panier, je pense qu'il y a très peu de choses à commenter en plus, parce que globalement, c'est très bon en qualif, très bon en course, et surtout une grande intelligence avec des vendredis qui servent à préparer le dimanche et qui fonctionnent à la perfection, comme on l'a vu en Italie, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu aux Pays-Bas, comme on l'a vu un peu partout cette saison. Il nous reste 6 courses cette saison à admirer. Enfin, j'espère que le terme admirer sera pas trop optimiste. Mais on va y aller dans la joie et la bonne humeur, et surtout, on va continuer de scruter ça avec attention, et on fera bien évidemment le bilan comme chaque année après Abu Dhabi. Donc on se fait des gros bisous, je vous remercie de votre écoute. On se revoit très bientôt pour plus d'actu sur la Formule 1 et d'histoire de la Formule 1, bien évidemment. C'est le cœur de la chaîne. Je t'invite à laisser un petit pouce bleu si tu veux faire semblant de soutenir la chaîne, même si je sais qu'il y en a plein qui font pas du tout semblant de soutenir la chaîne, et ceux-là, je leur fais des gros bisous là où ils savent, mais surtout là où ils le veulent, et on se dit à très bientôt.